Bonjour, et voilà, on se retrouve. Nous sommes le 9 mai. Ils annoncent de la pluie pour milieu, fin d'après-midi. Bon, pas de grande pluie, mais théoriquement, on devrait avoir des gouttes d'eau. Je ne sais pas si la nature se rappelle ce que c'est. Et ça y fera le plus grand bien. Et si ça fait du bien à la nature, bien sûr, ça fera du bien à nos abeilles. Donc, cet après-midi, après l'enregistrement de la vidéo, je vais faire la danse de la pluie. En attendant, je mets le générique. Donc, comme je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, on va voir ensemble aujourd'hui, par le suivi de la balance Bit2Bip, les rentrées que l'on a eues sur le mois d'avril, de là où on était, où on est descendu et de là où on est remonté, pour que vous ayez une meilleure vision de ce qui peut se passer dans vos ruches et comprendre pourquoi des fois le développement peut être fort, des fois il est faible, et comment on peut tomber en famine en cette période. Donc, allez, on se met sur le logiciel et on regarde ça. Donc voilà, nous sommes sur le menu de la balance Bit2Bip. Nous allons passer dans le menu Mes ruches. Je vais descendre. Donc ici, on va passer sur le mois dernier, que je sélectionne. Et là, on se retrouve sur la partie du mois d'avril. Ici, on a le premier, ce qui me donne à combien j'étais au 1er avril, le poids de ma ruche. Et ici, le dernier jour du mois, avec le poids que j'étais à ma ruche. Alors, qu'est-ce que c'est qui est intéressant à regarder dans ce graphe? Ça nous montre vraiment la variation que l'on a eue dans la ruche sur les réserves. Alors, on voit qu'en début de mois, je me maintiens pendant 2-3 jours et qu'après, tous les jours, j'ai une chute de poids dans ma ruche. Alors là, j'ai une augmentation sur une journée et ensuite, hop, ça redescend, ça remonte ici à partir du 9, mais légèrement, hein, ça ne se joue pas à grand chose, puisqu'ici je suis à 47,56 kg pour le lendemain. 47,67, c'est-à-dire il y a 5 grammes, donc ça représente rien. Hein. Pendant encore quelques jours, ça reste pendant 2-3 jours, puis hop, ça rediminue, et ça diminue, on va dire, jusqu'au 17 avril. On va dire que du 1er, en gros, hein, on va simplifier, on va dire que la première partie du mois, j'étais sur une chute, la deuxième partie, ça stagne un peu, et après, on voit que ça va remonter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les ruches ? Alors, ce qui s'est passé dans les ruches, c'est que les ruches, au mois, le mois de mars, on l'avait vu, j'ai eu beaucoup de rentrées de nourriture, donc la ponte avait été bien partie, les reines pondaient fort, donc on avait beaucoup de couvains, les rentrées étaient suffisantes pour maintenir un équilibre dans la ruche, c'est-à-dire que en fonction de la consommation que j'avais journalière de nourriture et le besoin, j'avais un équilibre, j'étais pas en manque de nourriture. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'avec la baisse que l'on voit, que l'on a eue, eh bien, elles ont pioché dans les réserves qui n'étaient pas au plus haut à la sortie de l'hiver, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est à partir de mars, avril, mai et une partie de juin, on va dire que c'est là où elles construisent leurs réserves pour pouvoir passer l'été, ensuite finir de compléter tout ça à l'automne, s'il y en a des bonnes floraisons d'automne, et pour passer l'hiver. Et là, on voit que déjà à la mi-avril, eh bien, il n'y a plus rien qui rentre dans les ruches. Hein. Donc, ce qui s'est passé, dans mon cas de figure, je parle vraiment de mon cas de figure, mais c'est que pour
tous ceux qui n'ont pas la notion, l'habitude de gérer des ruches, des colonies avec des gros ruchers, et on peut vite s'y perdre, surtout quand on a des essaims, et c'est là où on arrive à des choses qui peuvent être catastrophiques. Alors je dis catastrophique, c'est quoi? C'est une famine, et avec malheureusement des essaims qui meurent, ou des nucléi, parce que le plus fragile, c'est un début, c'est le nucléi, ensuite c'est l'essaim, dans une ruchette ou dans une ruche, mais un essaim de l'année. Et ce qui va supporter le plus facilement cette baisse alimentaire de printemps, ça va être les ruches. Parce que les ruches, si vous avez une ruche, c'est que vous avez déjà une reine de l'année dernière, une colonie de l'année dernière, et si elle est arrivée là, c'est qu'elle avait assez de réserve. Donc elle doit arriver à compenser, surtout qu'elle en a rentré le mois d'avant, et la reine ne va pas se mettre à pondre aussi fort que ce qui se passe dans les ruchettes, avec des reines de l'année. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que la ponte était forte, plus de rentrée de nourriture, elles se sont servies dans les réserves qu'elles avaient, elles ont épuisé les réserves. Heureusement, je dis bien heureusement, qu'avec la balance bip to bip, j'ai pu m'en rendre compte, parce que cette année, je pense que j'aurais eu quand même un petit peu de casse. Parce que avec plusieurs ruchers à gérer, j'ai des ruchers où j'ai pas ce phénomène, je l'ai sur d'autres. Donc je pense que je me serais fait un petit peu avoir, et j'aurais eu des ennuis, hein. Des ennuis, c'est-à-dire que je pense que j'aurais perdu les colonies les plus faibles, hein, les colonies les plus faibles sur les essaims, hein. Donc la balance m'a permis de réagir, de voir ce qui se passait, et de pouvoir bien sûr alimenter les essaims pour les aider à continuer à pouvoir nourrir, comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, à pouvoir nourrir correctement les larves, et que les abeilles se nourrissent aussi correctement. Donc, quand on est dans une baisse comme ça, n'essayez pas de faire développer, on essaye de maintenir. Après, on voit que sur la fin du mois d'avril, on remonte en nourriture dans les ruches, parce que là, c'est ce que j'ai pris sur une ruche, hein. Donc, on voit ici que de 46 kg 84, on était le 17 avril, on finit, on va dire le 30 avril, à 50 kg, 97. Hein. Donc ça fait aux alentours, ouais, on arrondit, on va dire que ça fait 3 bons kilos d'écart en 15 jours. Ces 3 kilos d'écart dans une ruche, c'est énorme. Après, c'est beaucoup plus faible dans une ruchette. Ah, pourquoi? Pourquoi c'est beaucoup plus faible dans une ruchette avec un essaim? C'est que quand vous avez un essaim, vous avez beaucoup plus d'abeilles qui sont en train de naître et de vivre dans la ruche pendant une vingtaine de jours que de butineuses. Donc, vous n'avez pas assez de butineuses pour pouvoir compenser le manque de nourriture. C'est-à-dire que les butineuses, si elles peuvent rentrer qu'une partie de la nourriture qu'a besoin la ruche. Si elle n'en rentre pas assez, eh bien, ça veut dire qu'on pioche dans les réserves. C'est ce qui s'est passé. Ça a duré plusieurs jours jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien dans les réserves. Et même avec la remontée que l'on a sur la fin de nourriture, le manque de butineuses, le nombre est insuffisant. Ça ne permet pas aux essaims de pouvoir récupérer assez de nourriture pour pouvoir faire comme les ruches, continuer à se développer. Sachant qu'en plus, ce début mai, on redégringole encore, parce qu'aujourd'hui, les ruches, là, celle-là qu'on voit en image, elle prend, depuis le début mai, elle arrive à prendre une centaine de grammes de plus par jour. Ça veut dire qu'elle ne rentre rien. Donc les essaims, eux, rentrent zéro.
Écoutez, je n'aurais pas besoin de faire la danse de la pluie parce que ça y est, il tombe des gouttes. C'est pas énorme, je suis dehors, ça fait du bien, ça ne m'empêche pas de finir la vidéo. Donc, on a vu sur le graphe bien précis de la balance bit to bip cette chute de rentrée sur la ruche qui est équipée de la balance. On voit une remontée sur la fin du mois et je vous dis que sur le mois de mai, on va dire que ça fait du 0 sur des ruches en prod. Des ruches en prod, hein. D'ailleurs, Cadeos, c'est des ruches des F1 qui sont testées pour voir ce que ça porte. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc, et qu'elles sont toutes dans le même cas de figure, c'est pas une mauvaise qualité de reine ou quoi. Il n'y a pas de ressources. De toute façon, même moi, je vois qu'il n'y a pas de ressources. Et tout le monde voit qu'il n'y a pas de ressources. C'est sec de partout. Donc, cette vidéo, elle a pour but de faire comprendre aux gens qui ne sont pas des pros comme moi ou des gens qui sont habitués à avoir des colonies et des fluctuations climatiques d'une année sur l'autre, que l'on peut se retrouver rapidement dans une situation difficile, délicate. Et il faut prendre des décisions rapides et efficaces. Il ne faut pas se poser la question en disant ouais ça rentre pas mais c'est pas trop grave, ça va repartir ou comme il y en a qui font, hein, parce que je regarde sur YouTube, je lis des commentaires, je suis sur Facebook et tout, des gens qui mettent qu'ils ont acheté un essaim, que l'essaim que l'on a vendu, il se développe pas, c'est pas de qualité. Bon, c'était pas moi qui étais concerné, mais ça aurait pu être moi, hein, parce que la personne qui met ça parle pas des conditions climatiques. Si elle ne sait pas gérer sa colonie, c'est le problème, il est chez lui. Il n'est pas chez l'apiculteur qui a vendu cet essaim. Hein. Donc, c'est bien de prendre tous ces paramètres en compte, de bien regarder, je vous le dis, il faut toujours anticiper en apiculture, de bien regarder aussi la météo. Ça sert à rien de nourrir si on vous annonce pendant, à moins que ce soit zéro, qu'elles vont mourir. Alors là, bien sûr, il faut nourrir. Mais si ça peut attendre 3-4 jours qu'on vous annonce un jour de pluie, vous dites c'est bon, il va pleuvoir, après il va y avoir les floraisons, je rajoute un litre comme ça par sécurité, mais ça va passer. Il ne faut pas aussi nourrir pour le plaisir de nourrir, et comme je vois des gens qui font, je mets du candy en novembre, j'en rajoute en janvier, j'en remets une petite couche en février, sans savoir si j'ai de la réserve dans les ruches. C'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution. Il faut laisser de la nourriture aux abeilles à l'automne pour qu'elles arrivent à passer l'hiver. Et si malheureusement elles sont en manque de nourriture, on est là pour les aider. Mais il faut aussi qu'elles aillent piocher dans leurs réserves, que les réserves soient saines, soient propres, pour remettre du miel de l'année dedans, etc. J'ai vu des ruches chez des apiculteurs amateurs qui avaient du miel, dans le corps, c'était catastrophique, hein, l'état des cadres et le miel qui datait depuis des années. Mais ils m'ont expliqué leur façon de conduire leur colonie. C'est sûr qu'ils peuvent les laisser sans miel tout l'hiver. Hein. Il y a toujours du candy en permanence. Donc dès qu'il n'y en a pas trop, on rechange vite. Donc elles ne vont pas piocher dans leur réserve. Donc moi, je ne suis pas pour cette apiculture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais moi, ce n'est pas l'apiculture que je préconise et que j'utilise. Je suis plus pour laisser de la nourriture aux abeilles. C'est la question que je me pose, et je l'ai dit dans l'épisode précédent, de savoir est-ce que cette année, ce qui est dans les hausses, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je fais du miel? Est-ce que je le laisse aux abeilles? L'année dernière, j'ai récolté le miel, une grosse partie, c'était en août. Parce que l'été a été très 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 dur pour nous. Donc j'aurais laissé les hausses pour qu'elles aillent se nourrir si elles avaient besoin dans les hausses. Et puis quand ça a été fini, j'ai pris ce qu'elles ont voulu me laisser. Et ce qu'elles m'ont laissé, c'est pas pour me faire plaisir, c'est ce qu'elles n'ont pas utilisé
pour vivre correctement. Donc cette année, à moins que là, on ait vraiment une belle pluie ou dans les semaines à venir et que tout reparte normalement, sinon c'est la question que je me pose. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même, avec les balances, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez facilement anticiper ce qui se passe dans les ruches. Parce que si vous n'êtes pas habitué à savoir les quantités de réserve qu'il vous faut en rapport de ce qui est en train de vous consommer la colonie pour vivre, plus la reine, ce que le pond sur le couvain, parce que rajouter des cadres, plus vous allez rajouter des cadres, plus elles vont étirer, plus il faut du miel, plus il faut nourrir, etc. Et s'il n'y a pas de rentrée, vous accentuez le phénomène. Donc c'est un moment, moi je prends la décision de ne plus rajouter de cadres pour essayer de limiter le problème, attendre un peu, et après, quand ça repart, continuer à récupérer le développement naturel qui doit se faire dans la ruche. Donc, là, j'ai pris la décision de rajouter des balances sur certains ruchers où je suis pas équipé. Je reste sur la même marque B2B. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est la meilleure marque, que c'est celle-ci qu'il faut utiliser. À un certain moment, il faut faire un choix. J'ai démarré avec une comme ça. Je ne vais pas acheter 15 modèles. Je reste sur le même modèle. C'est plus facile. J'ai une application. Je sais comment ça marche. Maintenant, quand j'ai des questions à poser, que je les appelle au téléphone, ils commencent à me connaître parce que je les sollicite des fois pour avoir des explications. On me répond toujours. Donc, je trouve qu'il y a quand même un SAV qui est intéressant. Aujourd'hui, j'ai une cliente qui est venue chercher un S1 et en discutant avec elle, elle a la même marque de balance que moi. Elle en est contente aussi, donc c'est pour ça que je reste sur la même marque. Et par contre, je vais en avoir plus pour bien arriver à gérer tous mes ruchers de la même façon. Alors, la balance ne vous enlève pas l'œil humain et le savoir-faire. Ça c'est certain. Ça n'enlèvera jamais votre savoir-faire, votre façon de faire, votre façon de conduire une colonie. C'est pas la balance qui va vous le faire. La seule chose que va faire une balance, c'est qu'elle va vous dire ce qui se passe quand, à un moment donné, que vous voulez regarder. Vous avez peut-être pas le temps d'aller sur un rucher. Vous vous posez la question, j'y vais pas. Je pourrais y aller dans 2-3 jours, mais est-ce qu'il serait pas mieux que j'aille aujourd'hui? Peut-être qu'il y a des mielés parce que je sais pas trop où ça en est. Et à 3 jours d'écart de mettre une hausse, c'est énorme. Pareil que quand il manque à manger, vous nourrissez 3 jours après, peut-être que quand vous allez le nourrir, ça sera trop tard. Donc l'avantage il est là. Et c'est vrai que c'est un outil qui, même moi, je suis pas un perdreau de l'année, je trouve que c'est utile parce qu'on a de forts changements climatiques qu'on n'avait pas avant. On ne peut pas anticiper de la même façon, on ne peut pas prévoir de la même façon, on ne peut pas faire exactement pareil. Aujourd'hui, une personne qui fait la même apiculture qu'il y a 10 ans en arrière, oui, c'est un apiculteur, oui, il fait de l'apiculture, mais c'est plus une apiculture appropriée. Ça ne sera pas une apiculture efficace. Aujourd'hui, pour être un fin apiculteur, quand je dis un fin apiculteur, c'est quoi? C'est, par exemple, la personne qui fait du miel, eh bien, quelqu'un qui est fin dans son apiculture arrive à sortir du miel toutes les années. Bien sûr, plus ou moins en rapport de Dame Nature. S'il n'y a pas de floraison, il en aura, ou très peu de floraison, il en aura beaucoup plus qu'une année où il y a l'abondance. Mais l'avantage de quand vous êtes fin et que vous êtes aidé par des outils électroniques, que vous voyez ce qui se passe, c'est que l'année qui est délicate vous aide à tirer votre épingle du jeu. L'année où c'est l'abondance, au lieu de faire 50 ou 60 kilos sur une ruche, vous en faites 30 et c'est fantastique, c'est super. Mais vous avez quand même perdu 30 en rapport de quelqu'un d'autre. Alors on ne cherche pas, mon sélection en prod ne cherche pas à ce qu'elle fasse 60 kilos, c'était un exemple comme ça. Mais c'est pour dire que l'année où vous allez sortir quelqu'un qui est très fin, qui arrive bien à savoir ce qui se passe, à anticiper, à tout programmer, en suivant
en suivant cela au plus près de la réalité, s'il arrive à sortir 10 ou 15 kilos de miel sur une ruche, pour ne pas faire des multiplications sur 1000 ruches, mais on va dire sur une, 15 kilos de miel, et que la personne qui suit ça, comme on a eu fait tous à une époque, il est à 3 ou 4 kilos de miel. Alors, après, c'est un choix. C'est un choix de dire, moi j'ai que 3 ou 4 kilos, ça me convient. Ça me convient, c'est ce que je mange à l'année avec ma ruche, donc ça me convient très bien. Il y en a d'autres qui voudront un petit peu plus. Il y en a des personnes qui ne voudront pas faire l'investissement, passer le pas dans une balance à un coût. Écoutez, j'espère que vous aurez pris conscience de ces variations que l'on a et ce qui peut se passer dans votre ruche. Développement, ça développe beaucoup, ça se développe plus, ça se redéveloppe. Voilà, il y a toujours une incidence, mais il faut comprendre de où ça vient. Donc là, moi, dans mon cas, ça vient des ressources, ça vient pas des colonies, ça vient pas des reines, ça vient pas de la race d'abeilles, ça vient malheureusement des conditions climatiques qui sont pas au rendez-vous, comme elles sont pas au rendez-vous pour moi dans la région depuis de nombreuses années. Bon, on va s'arrêter là. Parce que d'en parler plus, ça ne fera pas changer les choses. Mais c'était bien, je pense, de pouvoir vous le montrer pour les gens qui n'avaient pas cette sensibilité à ce niveau-là. Mais voilà. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et j'espère surtout que nous, moi, dans mon secteur, on va avoir beaucoup de pluie. Je sais que dans des régions de France, j'ai eu des commentaires. Merci à tous là qui regardaient les vidéos, qui laissaient les commentaires. Vous jouez le jeu et en jouant le jeu pour la chaîne, parce que plus on est nombreux, plus il y a de commentaires, plus on monte dans son âge et plus on est vu, et plus vous donnez aussi une vision aux autres apiculteurs qui sont dans le même coin que vous. Alors même si c'est pas représentatif pile de ce qui se passe, ça donne quand même une bonne notion aux autres apiculteurs. Et comme vous, quand vous lisez, ça vous donne aussi des informations de ce qui se passe ou ce que vous voyez sur votre rucher pour voir si vous êtes vraiment dans la norme, on va dire, pas locale, parce que c'est pas au village que ça se passe, mais un petit peu de votre région, de savoir ce qui se passe dans votre région. Donc, allez. Je vous laisse. Rendez-vous semaine prochaine. Ciao, ciao et bonne semaine.